Le matin où Javier Sandoval découvrit que sa vie était un mensonge, le ciel de Madrid s'est levé serein. Le soleil filtrait à travers les rideaux de l'élégant penthouse dans le quartier de Salamanca, projetant des lignes dorées sur le sol en marbre. Javier observait son reflet dans le miroir tout en ajustant sa cravate de soie italienne. À 52 ans, ses cheveux poivre et sel et son visage anguleux lui conféraient une allure distinguée qui s'accordait à la perfection avec son costume sur mesure. En tant que directeur général de Construcción Sandoval, l'une des entreprises les plus prospères d'Espagne, il était habitué à ce que tout dans sa vie fonctionne avec la même précision que les rouages de sa montre suisse. Le tintement de son téléphone interrompit le rituel. C'était un message provenant d'un numéro inconnu. « Je sais qui vous êtes vraiment. J'ai les preuves. Rendez-vous à 12 heures au Café Guijon. » Javier fronça les sourcils. Probablement une autre tentative d'extorsion, pensa-t-il. En tant que personnalité publique, il avait appris à gérer les menaces vides. Cependant, quelque chose dans le ton du message provoqua un frisson qu'il ne put ignorer. Alors que l'ascenseur descendait vers le garage, Javier passa mentalement en revue les détails de la journée. Il avait une réunion importante avec des investisseurs japonais, un déjeuner avec le maire et un dîner de charité. Il n'y avait pas de place pour les distractions. Son assistante, Carmen, l'attendait près de sa Mercedes noire, tenant un dossier contenant les rapports de la journée et un café americano. « Bonjour, monsieur Sandoval. Vous avez 15 minutes avant la visioconférence avec Tokyo, » dit Carmen, avec son efficacité habituelle. Cependant, quelque chose dans son expression semblait différent. Était-ce de l'inquiétude qu'il détectait dans ses yeux? « Il se passe quelque chose, Carmen ?» demanda Javier en prenant son café. Carmen hésita. « Un instant. Votre sœur a appelé, monsieur. Elle semblait bouleversée. » Javier s'arrêta net. « Je n'ai pas de sœur, Carmen. Ce doit être une erreur. »« Je suis désolé, monsieur. Elle a dit s'appeler Isabelle et que c'était urgent. » Carmen lui tendit un papier avec un numéro griffonné. Un nœud se forma dans la gorge de Javier. Isabelle était le nom de la femme qui apparaissait dans ses cauchemars récurrents. Une petite fille, avec le même visage que lui hurlant, alors qu'il s'éloignait dans une voiture sombre. Il avait toujours supposé que c'était le fruit de son imagination, un résidu d'un film oublié. D'une main tremblante, il glissa le papier dans sa poche. « Annulez la réunion avec les Japonais. Dites-leur qu'il y a eu une urgence familiale. »« Mais monsieur, il prépare cette visite depuis des mois. Faites-le, Carmen. » Sa voix résonna avec une autorité qui n'admettait pas de réplique. Carmen hocha la tête et s'éloigna pour passer les appels. Javier conduisit sa Mercedes à travers le trafic matinal de Madrid, l'esprit en ébullition. D'abord le message anonyme, puis une prétendue sœur. Les coïncidences n'existaient pas dans le monde des affaires et pas non plus dans la vie réelle. Quelqu'un jouait avec lui, mais dans quel but? Le Café Guijon, avec sa façade classique et ses tables en marbre, avait été témoin de rencontres littéraires et politiques pendant des décennies. Javier choisit une table isolée et commanda un cortado qu'il n'avait pas l'intention de boire. Ses yeux scrutaient chaque visage entrant par la porte. À 12h05, une femme d'environ 70 ans, aux cheveux blancs attachés en un chignon, élégant et aux yeux perçants, entra dans le café. Malgré son âge, elle se déplaçait avec la dignité de quelqu'un qui a exercé le pouvoir. Ses yeux, de la même couleur noisette que ceux de Javier, balayèrent les lieux jusqu'à ce qu'elle le trouve. Javier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il connaissait cette femme. C'était Eugenia Valverde, l'ancienne gouvernante de ses parents, la femme qu'il avait pratiquement élevée jusqu'à l'âge de 10 ans. La femme qui, selon ce qu'on lui avait dit, était décédée dans un accident peu après son entrée dans le pensionnat suisse. « C'est Eugenia », murmura Javier, incapable de cacher son choc. « Vous êtes vivante ». La femme s'assit en face de lui, posant sur la table une enveloppe en manille usagée. « Toujours vivante, Javier. Bien que pour vous et votre famille, il était plus commode que je sois morte. De quoi parlez-vous? Ma mère m'a dit que vous étiez décédée dans un accident de voiture. » Les lèvres d'Eugenia s'étirèrent en un sourire triste. « Votre mère a toujours été experte dans l'art de fabriquer des vérités qui arrangent, comme le mensonge sur ce que vous êtes vraiment. » Javier sentit une pression dans sa poitrine. « Si vous êtes venu pour m'extorquer, je ne veux pas de votre argent, Javier. Je suis venu pour tenir une promesse que j'ai faite il y a plus de 40 ans. » Eugenia lui tendit l'enveloppe. « Ouvrez-la. » D'une main hésitante, Javier en sortit le contenu, un acte de naissance jauni,
le sien, mais quelque chose clochait. Là où devait figurer le nom de Fernando Sandoval comme son père, figurait un autre nom, Antonio Reyes. Et il y avait autre chose. Le document mentionnait la naissance de jumeaux, Javier et Isabelle. Le sang quitta son visage. « C'est une falsification, murmura-t-il. C'est l'original. Le document que vous connaissez est la falsification. » Eugénia sortit d'autres papiers, de vieilles photos de 2 bébés identiques, des coupures de journaux concernant un incendie dans la banlieue de Madrid qui avait fait plusieurs victimes, dont Antonio Reyes et son épouse. Vos vrais parents sont morts dans cet incendie. Isabelle et vous avez survécu. Fernando et Elena Sandoval ne pouvaient pas avoir d'enfants, et Fernando était associé du cabinet qui gérait l'héritage de vos parents. Ils ont vu une opportunité. Les yeux d'Eugénia brillaient de larmes retenues. Ils vous ont adopté, vous le garçon, et ils ont fait en sorte qu'Isabelle soit envoyée dans un orphelinat. Javier se leva brusquement, renversant le café sur la table. « Assez, c'est absurde. Mes parents n'ont jamais... »« Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit Eugénia calmement. « Il y a plus. » Contre sa volonté, Javier se rassit. Son monde, si soigneusement construit, commençait à s'effondrer autour de lui. Isabelle a grandi dans le système de placement familial, sans privilège, sans contact, sans le nom de Sandoval. Eugénia sortit une dernière photographie, une femme d'âge moyen avec le même visage anguleux que Javier, les mêmes yeux noisettes. C'est votre sœur aujourd'hui. Elle vit à Vallecas, travaille comme infirmière à l'hôpital 12 de Octubre. Elle a élevé seul un fils, votre neveu, qui a maintenant 28 ans. Javier prit la photographie d'une main tremblante. C'était comme se regarder dans un miroir déformé par le genre et le temps. Pourquoi maintenant, Eugénia? Pourquoi après tant d'années? Parce que je suis en train de mourir, Javier, cancer. Il ne me reste que quelques mois. Eugénia couvrit la main de Javier de la sienne. Et parce que votre sœur a besoin de... Vous! Son fils Miguel a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Les frères et sœurs sont généralement compatibles. La nouvelle frappa Javier comme un coup de poing physique. C'est trop. Je ne peux pas traiter cela. Je comprends. Mais nous n'avons pas de temps, Javier. Miguel est de plus en plus faible et Isabelle a épuisé toutes ses ressources. À ce moment-là, le téléphone de Javier vibra avec insistance. C'était Carmen, se demandant sûrement pourquoi il n'était pas revenu pour la réunion avec le maire. La vie qu'il connaissait le réclamait, mais la vérité face à lui exigeait une réponse. « Où puis-je la trouver ?» demanda-t-il finalement. « Elle travaille de garde aujourd'hui. Elle sera à l'hôpital jusqu'à 10 heures. » Javier hocha lentement. « La tête. Merci, Eugénia, pour la vérité. »« Ne me remerciez pas encore, » répondit la vieille dame, se levant avec difficulté. « La vérité commence à peine à se démêler, et il y a des secrets plus sombres qui doivent encore être révélés. » Alors qu'il regardait Eugénia s'éloigner, Javier comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. En un instant, il avait perdu son identité et gagné une sœur. Et quelque part dans la ville, un neveu dont il ignorait l'existence luttait pour sa vie. Si vous appréciez l'histoire, écrivez 5 dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Sinon, écrivez 0, cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour vous. Pour continuer, les heures suivantes se déroulèrent dans une brume pour Javier. Il annula tous ses rendez-vous et roula sans but dans les rues de Madrid, essayant de concilier le récit de sa vie avec ce qu'il venait de découvrir. Chaque souvenir de son enfance prenait désormais une nouvelle signification. Les regards gênés entre ses parents lorsqu'il posait des questions sur les années précédant le pensionnat. L'insistance de sa mère pour qu'il ne conserve pas d'objets du passé. La façon dont son père évitait de parler de sa ressemblance physique avec l'un ou l'autre d'eux. En milieu d'après-midi, il se gara devant le manoir Sandoval à la Moraleja, où vivait sa mère depuis la mort de son père, 10 ans plus tôt. Elena Sandoval, à 78 ans, conservait l'élégance et l'autorité qui l'avaient caractérisée toute sa vie. Il la trouva dans le jardin arrière, supervisant le travail du jardinier avec son souci habituel du détail. « Javier, quelle surprise !» dit Elena, embrassant son fils sur les 2 joues. « Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Nous devons parler. »« Mère, » répondit Javier, sans prendre la peine de cacher la gravité de sa voix. Elena étudia son visage, et un instant, Javier crut voir une lueur de peur dans ses yeux. « Bien sûr, allons au bureau. » Le bureau avait été le sanctuaire de
Son père, un espace de bois sombre et de livres reliés en cuir qui avait toujours intimidé Javier enfant. Elena s'assit dans le fauteuil en cuir et servit 2 verres de cognac. « Parlez, mon fils, je vous écoute. » Javier sortit l'acte de naissance de sa poche et le posa sur la table. « Je veux la vérité. » Elena regarda à peine le document. Son visage s'endurcit, prenant l'expression impénétrable que Javier se souvenait de ses discussions avec son père. « Je vois qu'Eugenia a finalement décidé de parler. » « Alors c'est vrai. Ce n'était pas une question. C'est compliqué, Javier. » « Compliqué ?» La voix de Javier monta. « Voler un bébé et abandonner sa sœur, c'est compliqué ?» Elena prit une gorgée de cognac et Javier remarqua que sa main tremblait légèrement. « Votre père et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Nous avons essayé pendant des années. Des traitements, des spécialistes à l'étranger, rien n'a fonctionné. Fernando était désespéré d'avoir un héritier pour le nom de Sandoval. Alors, vous avez décidé d'en acheter un. Ce n'était pas comme ça. » Elena se leva et marcha vers la fenêtre. Antonio Reyes était un client de votre père, un homme simple, travailleur qui avait investi ses économies dans un petit restaurant. Lorsque l'immeuble a pris feu, Fernando s'est personnellement occupé de l'affaire. Il a découvert que les jumeaux avaient survécu et étaient à l'hôpital, sans famille pour les réclamer. Et il a vu une opportunité de faire des affaires. L'amertume dans la voix de Javier était palpable. Il a vu une opportunité pour tout le monde. Nous voulions un enfant. Vous aviez besoin d'une famille. Et qu'en est-il d'Isabelle? N'avait-elle pas aussi besoin d'une famille, n'est-ce pas? Elena se tourna pour le regarder, son visage une masque de sang-froid. Les filles trouvent toujours plus facilement des familles. De plus, nous ne pouvions pas adopter les 2 sans éveiller les soupçons. Votre père a soudoyé des fonctionnaires pour créer de nouveaux documents pour vous, mais adopter légalement 2 bébés aurait été impossible sans enquête. Alors vous avez décidé de nous séparer, condamner Isabelle à grandir sans son frère, sans privilège, alors que j'héritais d'un empire qui ne m'appartenait jamais vraiment. Nous vous avons tout donné, Javier. La voix d'Elena prit un ton défensif. La meilleure éducation, des opportunités, des contacts. Nous avons fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Javier se leva, incapable de contenir son indignation. Et qu'est-ce que je suis, mère? Une fraude. Un homme construit sur des mensonges. Vous êtes un Sandoval, insista Elena, relevant le menton. Indépendamment de votre sang, vous êtes notre fils et l'héritier de tout ce que nous avons. Construit. Pourquoi m'avez-vous dit qu'Eugenia était morte? Elena détourna le regard. Elle a découvert la vérité. Elle a menacé de contacter les services sociaux. Votre père l'a payée pour qu'elle disparaisse, mais il était plus sûr que vous croyiez qu'elle était décédée. Et l'incendie. Était-ce vraiment un accident? Un silence pesant tomba entre eux. Elena se rassit, soudainement épuisée. Ne posez pas de questions dont vous ne voulez pas connaître les réponses, Javier. Un frisson lui parcourut l'échine. Mon Dieu. Qu'a fait père? Fernando a fait le nécessaire pour protéger cette famille, pour vous donner l'avenir que vous méritiez. Javier ressentit de la nausée. L'avenir que je méritais? Au prix de la vie de mes vrais parents? Au prix de la vie de ma sœur? Isabelle est vivante, répondit Elena froidement. Et pour autant que je sache, elle a mené une vie digne. Son fils est en train de mourir, dit Javier. Mon neveu a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Pour la première fois, Elena parut sincèrement surprise. Je ne le savais pas. Bien sûr que non. Vous avez passé 40 ans à faire semblant qu'elle n'existait pas. Javier se dirigea vers la porte, mais la voix de sa mère le stoppa. Qu'allez-vous faire, Javier? Il se tourna pour la regarder. Cette femme qu'il avait élevée, qui lui avait enseigné des valeurs et des manières, qu'il avait embrassée pendant ses cauchemars d'enfant et qui avait également participé à la destruction de sa vraie famille. Il l'aimait et la haïssait en même temps. Je vais rencontrer ma sœur, je vais aider mon neveu. Et ensuite, mère, je vais découvrir toute la vérité sur l'incendie. Et si père était responsable... Soyez prudent, mon fils, avertit Elena, d'un ton que Javier ne pouvait interpréter comme de l'inquiétude ou une menace. Il y a des secrets qui peuvent détruire plus que ce qui est déjà brisé. Adieu, mère. Javier ferma la porte derrière, lui sentant le poids de 40 ans de mensonges sur ses épaules. L'hôpital 12 de Octubre se dressait comme une forteresse de béton et de verre dans le sud de Madrid. Alors que Javier parcourait les couloirs aseptisés, il se sentait complètement déplacé avec son costume cher
et son air d'autorité. Finalement, il arriva au service d'oncologie. Une infirmière d'âge moyen organisait des médicaments sur le comptoir principal. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon pratique et l'identification sur son uniforme confirmait ce que Javier savait déjà d'après la photographie. Isabel Reyes. Pendant un instant, il resta paralysé. Que pouvait-il lui dire? Comment pouvait-il se présenter après 40 ans de séparation? Allait-elle le blâmer pour la vie privilégiée qu'il avait eue pendant qu'elle luttait? Avant qu'il puisse prendre une décision, Isabelle leva les yeux et leurs regards se croisèrent. Le plateau de médicaments glissa de ses mains, s'écrasant sur le sol. Le fracas attira l'attention d'autres membres du personnel, mais Isabelle resta immobile, les yeux fixés sur le visage de Javier. « Impossible », murmura-t-elle, si bas que Javier put à peine l'entendre. Il s'approcha lentement, conscient des regards, curieux autour de lui. « Isabelle, dit-il, tendant une main qu'elle ne prit pas, « je suis Javier, votre frère. » L'instant suivant fut tendu. L'expression d'Isabelle traversa un kaléidoscope d'émotions. Surprise, confusion, reconnaissance, et finalement une fureur si intense que Javier recula d'un pas. « Allez-vous-en, siffla Isabelle, se baissant pour ramasser les médicaments tombés. « Allez-vous-en immédiatement. S'il vous plaît, je veux juste vous parler. Je viens de découvrir la vérité aujourd'hui. Eugénia, vous croyez que je ne sais pas qui vous êtes ?» Isabelle se redressa, l'affrontant. « Vous croyez que je n'ai pas vu votre visage dans les journaux, à la télévision ?» Le brillant Javier Sandoval, l'homme d'affaires de l'année, le philanthrope qui donne des miettes à des hôpitaux comme celui-ci, pendant que votre famille a détruit la mienne. Les mots frappèrent Javier avec force. « Vous le saviez? Vous saviez que nous étions frères et sœurs? Je le sais depuis 3 ans quand Eugénia m'a retrouvé. » Isabelle regarda autour d'elle, consciente du spectacle qu'il donnait. « Ce n'est pas l'endroit. Ma garde se termine dans 1 heure. Attendez-moi dehors, à la cafétéria de l'hôpital. » Javier hocha la tête, reconnaissant de l'opportunité, aussi petite soit-elle. « Je serai là. » L'heure suivante fut la plus longue de sa vie. Javier observait le va-et-vient des médecins, des patients et des familles, tous enveloppés dans leur propre drame personnel. Combien d'autres mensonges, de tragédies et de secrets se cachaient derrière ces visages anonymes. Finalement, Isabelle apparut à la porte de la cafétéria. Elle avait changé son uniforme pour des vêtements simples, un jean, une chemise usée et des baskets confortables. Sans la distraction de l'uniforme, la ressemblance entre eux était encore plus évidente. Ils avaient la même structure osseuse, les mêmes yeux noisettes, la même façon de lever un sourcil lorsqu'ils évaluaient quelqu'un. Isabelle s'assit en face de lui, refusant son offre d'un café d'un geste brusque. « J'ai 15 minutes avant de rendre visite à mon fils. »« Parlez. »« Miguel, » dit Javier doucement. « Eugénia m'a parlé de lui, de sa maladie. Leucémie myéloïde aiguë, diagnostiquée il y a 8 mois. » La voix d'Isabelle était clinique, professionnelle, mais Javier détecta la douleur sous-jacente. « Il a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Je ne suis pas compatible. »« Je veux aider, » dit Javier sans hésiter. « Je veux faire les tests de compatibilité. » Isabelle l'étudia d'un regard perçant. « Pourquoi? »« Parce que c'est mon neveu. Parce que c'est la bonne chose à faire. »« La bonne chose à faire ?» Isabelle laissa échapper un rire sans humour. « Depuis, quand vous souciez-vous de ce qui est correct, Javier? Votre famille m'a abandonné dans un orphelinat pendant que vous grandissiez dans le luxe. Où était ce qui était correct alors? » Javier se pencha en avant, sa voix intense mais contrôlée. « Je ne savais rien, Isabelle, croyez-moi. J'ai appris votre existence aujourd'hui. On m'a élevé en me faisant croire que j'étais le fils biologique de Fernando et Elena Sandoval. J'ai découvert notre véritable identité il y a quelques heures. » Quelque chose dans son ton dut convaincre Isabelle, car son expression s'adoucit légèrement. « Et maintenant quoi? Vous attendez que je vous accueille à bras ouverts, que nous oublions 40 ans de séparation. »« Je n'attends rien, » répondit Javier avec honnêteté. « Je veux juste aider Miguel, et si vous me le permettez, vous connaître. Vous êtes ma seule vraie famille. » Isabelle serra les lèvres, luttant visiblement contre ses émotions. « Nous n'avons pas besoin de votre charité, Javier. Nous avons survécu, sans vous pendant toutes ces années. Ce n'est pas de la charité, c'est de la famille. » Javier sortit une carte de son portefeuille et la glissa sur la table. « Ceci est mon numéro personnel. Appelez-moi quand vous serez prête.
En attendant, je ferai les tests de compatibilité. Si je peux aider Miguel, je le ferai, avec ou sans votre approbation. » Il se leva, comprenant qu'il avait poussé trop loin, trop tôt. Mais avant de partir, il ajouta « Une chose de plus, je crois que nos parents ne sont pas morts dans un accident. Je crois que Fernando Sandoval pourrait être impliqué dans l'incendie. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de surprise et d'horreur. « Qu'est-ce que vous dites ? » ?»« Je ne le sais pas encore avec certitude, mais je vais le découvrir. » Javier soutint son regard. « Je vous le promets. » En s'éloignant, Javier remarqua qu'Isabelle n'avait pas jeté sa carte. C'était un début minuscule, mais c'était quelque chose. Cette nuit-là, dans le silence de son penthouse, Javier ouvrit le coffre-fort caché derrière un tableau dans son bureau. Entre des documents légaux et des objets de valeur, il trouva une petite boîte en bois qui avait appartenu à son père. Il n'avait jamais ressenti le besoin de l'ouvrir, respectant la vie privée de Fernando même après sa mort. Mais maintenant, la vérité était plus importante que le respect. À l'intérieur, il trouva de vieilles photographies, des documents légaux et une clé USB. Il connecta l'appareil à son ordinateur et découvrit une série de dossiers méticuleusement organisés. L'un d'eux portait le nom Reyes. Le cœur, battant la chamade, Javier ouvrit les fichiers. Ce qu'il trouva lui glaça le sang. Des rapports détaillés sur le restaurant d'Antonio Reyes, des inspections qui indiquaient des problèmes électriques, des documents prouvant que Fernando avait bloqué les rénovations nécessaires, et finalement, un rapport d'un enquêteur privé confirmant que l'incendie avait été déclenché pour ressembler à un accident. Son père, le respecté Fernando Sandoval, n'avait pas seulement volé un enfant et abandonné sa sœur. Il avait ordonné l'assassinat de leurs parents biologiques. Mais il y avait plus. Selon les documents, Elena n'avait pas été une simple spectatrice. C'était elle qui avait engagé l'homme qui avait provoqué l'incendie, qui avait planifié chaque détail pour acquérir l'héritier qu'il désirait tant. Le téléphone de Javier sonna, le sortant de sa stupéfaction. C'était un numéro inconnu. D'une main tremblante, il répondit « J'ai besoin de vous voir », dit la voix d'Isabelle sans préambule. « Maintenant. » « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Miguel a empiré, et j'ai reçu la visite de mère, d'Elena. » Javier resta pétrifié. « Quoi ? Elle a dit qu'elle savait tout, sur Miguel, sur nous. Elle m'a menacé, Javier. Elle a dit que si vous et moi nous nous unissions, nous le regretterions. » La voix d'Isabelle se brisa. « J'ai peur. Où êtes-vous ?»« À l'hôpital, chambre 412. J'arrive. N'ouvrez la porte à personne d'autre. » Tandis que Javier filait à toute vitesse dans les rues nocturnes de Madrid, une pensée terrible se forma dans son esprit. Sa mère, la femme qui avait orchestré un incendie mortel 40 ans plus tôt pour obtenir un fils, jusqu'où irait-elle pour protéger ses secrets maintenant? Et cette histoire va-t-elle continuer? Découvrez-le dans le prochain épisode. La salle d'oncologie de l'hôpital était plongée dans une quiétude inquiétante lorsque Javier arriva. Le couloir éclairé par des néons qui conféraient à l'ensemble un ton irréel était désert, à l'exception d'une infirmière qui somnolait au comptoir. Javier s'arrêta devant la chambre 412, prit une profonde inspiration et frappa doucement. La porte s'entr'ouvrit à peine de quelques centimètres. Le visage tendu d'Isabelle apparut dans l'entrebâillement, se détendant légèrement en le reconnaissant. Elle ouvrit davantage la porte, lui permettant d'entrer. La chambre était petite mais digne. Un lit, un fauteuil usé, quelques plantes et des photographies qui tentaient d'humaniser l'espace clinique. Sur le lit, relié à des moniteurs et avec une intraveineuse dans le bras, gisait un jeune homme d'environ 28 ans. Malgré la pâleur maladive et l'extrême maigreur, la ressemblance familiale était évidente. Miguel avait les mêmes traits définis que les Reyes, les mêmes yeux noisettes, bien qu'il soit maintenant fermé dans un sommeil agité. « Il est sédaté », expliqua Isabelle à voix basse. « La fièvre a empiré cet après-midi. » Javier s'approcha du lit, sentant une oppression dans la poitrine. Ce jeune homme était son neveu, son sang, un inconnu jusqu'à il y a quelques heures, et maintenant une responsabilité qu'il sentait profondément sienne. « Il est très beau », murmura Javier. « Il ressemble à son père », répondit Isabelle automatiquement. Puis elle ajouta « Et à vous, et à moi. » « Qu'a dit exactement Elena ?» demanda Javier sans quitter Miguel des yeux. Isabelle s'assit sur le bord du lit, prenant la main de son fils entre les siennes. « Elle est arrivée il y a 3 heures,
comme si elle avait tous les droits d'être ici. Elle n'a même pas appelé. Elle est simplement entrée. Sa voix tremblait d'indignation. Elle a dit qu'elle savait que vous et moi nous nous étions rencontrés, qu'elle était consciente de la situation de Miguel. Elle m'a proposé de l'argent, Javier, 5 millions d'euros. Pour quoi faire? Pour disparaître, pour emmener Miguel loin d'Espagne, commencer une nouvelle vie et ne plus jamais vous contacter. Javier sentit le sang bouillonner dans ses veines. Et qu'avez-vous répondu? Je lui ai dit qu'elle pouvait garder son argent, que Miguel avait besoin d'une greffe, pas d'une fuite, que je vous avais trouvé après 40 ans et que je ne pensais pas vous perdre à nouveau. Isabelle leva les yeux, ses yeux brillants, de larmes retenues. Alors elle a changé, son visage. Je n'avais jamais vu une telle expression. Elle a dit que je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, que si je pensais que l'incendie qui a tué nos parents était un accident, j'étais plus naïve que je ne le croyais. Javier s'effondra dans le fauteuil, accablé. Elle l'a admis. Pas directement, mais elle a clairement fait savoir qu'elle et Fernando avaient été responsables de nombreux malheurs nécessaires au fil des ans, que l'empire Sandoval ne s'était pas construit en étant tendre. Isabelle serra la main de Miguel plus fort. Elle a dit que Miguel semblait très fragile, que la vie était pleine d'accidents tragiques, que je devais bien y réfléchir. Elle vous a menacé. Elle nous a menacés tous. Javier ressentait un mélange d'horreur et d'incrédulité. Qui était réellement cette femme qui l'avait élevée? Si elle était capable de tuer nos parents pour vous obtenir, que ne ferait-elle? Pas pour vous empêcher de découvrir la vérité? Isabelle se leva, marchant nerveusement dans la chambre. Nous devons faire quelque chose, Javier. Elena Sandoval est dangereuse. Je sais. Javier sortit son téléphone et montra à Isabelle quelques-unes des images des documents qu'il avait trouvés. J'ai des preuves, suffisamment pour ouvrir une enquête de police. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de surprise. Où avez-vous trouvé ça? Mon père, Fernando, était méticuleux. Il conservait la documentation de tout, y compris ses crimes, apparemment. Pourquoi aurait-il conservé des preuves de ses propres crimes? Demanda Isabelle, incrédule. Le pouvoir, répondit Javier simplement. L'information, c'est le pouvoir. Fernando les conservait probablement comme une assurance contre quiconque tenterait de le trahir. Il n'a jamais pensé que son propre fils les utiliserait contre lui. Miguel s'agita sur le lit, murmurant quelque chose d'inintelligible. Isabelle se précipita à ses côtés, caressant son front avec tendresse. Javier observa le geste, sentant une pointe d'envie pour ce lien qu'il n'avait jamais expérimenté. Il se demanda ce que cela aurait été de grandir avec Isabelle, de connaître leurs vrais parents, de vivre une vie authentique au lieu de la mascarade dorée qu'avait été la sienne. « Il y a autre chose que vous devriez savoir », dit Isabelle, interrompant ses pensées. Miguel est journaliste. Il enquêtait sur des affaires de corruption immobilière quand il est tombé malade. L'une des affaires concernait Construcciones Sandoval. Javier se tendit. « Vous pensez qu'il y a un lien? Je ne sais pas. Mais c'est une étrange coïncidence, vous ne trouvez pas? Votre neveu enquête sur votre entreprise et développe soudainement une leucémie agressive. » L'implication était si monstrueuse que Javier pouvait à peine la traiter. Vous suggérez qu'Elena pourrait avoir... Je ne suggère rien. Isabelle secoua la tête. Je dis juste que je ne fais pas confiance à cette femme, et vous ne devriez pas non plus. Le téléphone de Javier vibra. C'était un SMS provenant d'un numéro privé. Parking de l'hôpital, niveau 3. Maintenant, c'est au sujet d'Elena. Venez seul. Il montra le message à Isabelle, qui pâlit. C'est un piège. Peut-être, ou peut-être quelqu'un avec des informations. Javier se leva, déterminé. Je vais le découvrir. Non. Isabelle le saisit par le bras. Vous ne pouvez pas prendre de risques comme ça. Je dois le faire. Pour... Miguel, pour vous, pour nos parents. Javier couvrit sa main avec la sienne. Restez ici avec Miguel, fermez la porte. Ne laissez entrer personne d'autre que le personnel médical que vous connaissez. À contre-cœur, Isabelle hocha la tête. Soyez prudent. Je viens de vous retrouver. Je ne veux pas vous perdre à nouveau. Le parking était presque vide à cette heure de la nuit. Javier marcha prudemment, chaque sens en alerte face au danger. Au niveau 3, une silhouette solitaire attendait près d'une colonne. En s'approchant, Javier reconnut Carmen, son assistante. « Carmen, qu'est-ce que vous faites ici ?» La femme semblait terrifiée. « Je suis désolé, monsieur Sandoval. Elle m'y a obligé. »« Qui vous a... »
Javier n'acheva pas la question. Une douleur aiguë à la nuque le plongea dans l'obscurité. Quand il reprit conscience, Javier était assis sur une chaise, les mains attachées dans le dos. Il se trouvait dans une pièce industrielle, peut-être un entrepôt ou un hangar abandonné. La lumière blafarde d'une unique ampoule révélait Elena assise en face de lui, aussi élégante que jamais dans son tailleur de créateur. « Vous vous réveillez enfin » dit Elena d'un ton presque maternel. « Je suis désolé pour la brutalité, mais je n'avais pas d'autre choix. »« Où sommes-nous » demanda Javier, évaluant ses options. « Qu'avez-vous fait à Carmen ?»« Votre fidèle assistante va bien. Elle est rentrée chez elle avec une prime substantielle pour sa collaboration. » Elena croisa les jambes avec élégance. « Nous sommes dans l'une des anciennes propriétés de Construcciones Sandoval. Elle sera démolie demain, mais ce soir, elle nous offre l'intimité dont nous avons besoin. » Un frisson parcourut Javier. « Que comptez-vous faire, mère ?»« Ne m'appelez pas ainsi, » lança Elena, sa contenance se fissurant momentanément. « Pas après votre trahison. Choisir cette infirmière et son fils mourant plutôt que votre propre famille. »« Ils sont ma vraie famille, » répondit Javier avec fermeté. « Nous sommes votre famille. » Elena se leva, les yeux brûlants de fureur. « Fernando et moi vous avons tout donné. Nous avons fait de vous ce que vous êtes. Et c'est ainsi que vous nous le rendez, en menaçant de détruire tout ce que nous avons construit. Ce que vous avez construit sur des cadavres et des mensonges. » Elena s'approcha, ses talons résonnant sur le sol en béton. « La vie n'est pas tout noir ou tout blanc, Javier. Les grandes fortunes ne se construisent jamais avec les mains propres. Votre père le comprenait. Fernando n'était pas mon père. Il était plus un père pour vous que ce cuisinier médiocre qui n'a même pas pu protéger sa propre famille. » Elena s'arrêta, reprenant le contrôle. « Antonio Reyes était faible. Vous auriez grandi dans la pauvreté, sans éducation, sans opportunité. Nous avons rendu service au monde en vous sauvant de ce destin. Et l'incendie, était-ce aussi un service ?» Elena sourit, un sourire froid qui n'atteignait jamais ses yeux. « Un accident malheureux mais nécessaire, comme celui que subiront votre sœur et son fils si vous continuez cette absurde croisade pour la vérité. » La menace explicite glaça le sang de Javier. « Vous n'oseriez pas. »« Non, j'ai déjà éliminé des obstacles auparavant. »« Qu'est-ce que deux de plus ?» Elena sortit un téléphone de sa poche. « Un message de moi et mes associés entreront dans cette chambre d'hôpital. Ce sera rapide, indolore, une surdose de morphine. Pour le garçon, un accident pour Isabelle sur le chemin du retour. Personne ne soupçonnera. »« Vous êtes malade, » murmura Javier, horrifié. « Je protège ce qui nous appartient. » Elena caressa sa joue avec une main qui semblait de glace. « Nous pouvons encore arranger les choses, mon fils. Détruisez ces preuves, rompez tout contact avec Isabelle et tout continuera comme avant. L'Empire, Sandoval sera vôtre, comme il aurait toujours dû l'être. » Pendant un instant, Javier vit toute sa vie défiler devant ses yeux. La richesse, le pouvoir, le respect, tout construit sur un mensonge. Et puis, il vit Miguel sur ce lit d'hôpital, Isabelle lui tenant la main, Eugenia révélant la vérité malgré la peur. Il vit ses vrais parents, des visages qu'il ne connaîtrait jamais, des vies volées par l'ambition. « Non, dit-il finalement, c'est fini, Elena. Peu importe ce que vous me faites, les preuves sont déjà entre de bonnes mains. S'il arrive quelque chose à moi, à Isabelle ou à Miguel, tout sera révélé. » L'expression d'Elena s'endurcit. « Alors vous ne me laissez pas d'autre choix. » Elle sortit un petit pistolet de son sac et le pointa directement sur la poitrine de Javier. Ses mains étaient fermes, ses yeux froids et calculateurs. « Adieu, mon fils. Fernando serait aussi déçu de vous que je le suis. » Le coup de feu ne partit jamais. La porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement et une équipe de policiers fit irruption dans l'espace, armes en joue. « Police, lâchez l'arme !» Elena se retourna surprise. À cet instant de distraction, Javier se jeta sur elle, la renversant au sol malgré ses mains attachées. L'arme glissa sur le béton. Tandis que les officiers les séparaient, Javier vit une silhouette familière à l'entrée. Isabelle. « Comment » commença-t-il. « J'ai activé l'application de localisation sur votre téléphone, » expliqua Isabelle, s'approchant pendant qu'un policier libérait les mains de Javier. « Et j'ai appelé la police dès que vous êtes parti. Journaliste ou pas, Miguel m'a appris à ne pas faire confiance aux coïncidences. » Elena, menottée et escortée par deux officiers, les regarda avec mépris. « Ce n'est pas fini. »« Si, Elena, c'est fini.
dit Javier avec fermeté. Pour vous et pour les mensonges que vous avez construits. Avez-vous vécu une situation où vous avez découvert une vérité familiale qui a changé votre perception de tout? Si oui, ou si vous connaissez quelqu'un qui a vécu quelque chose de semblable, racontez-nous dans les commentaires. Les jours suivants se déroulèrent dans un tourbillon de dépositions de police, de révélations médiatiques et de chocs sociaux. L'affaire Sandoval, comme la presse l'appela, secoua les fondations de la haute société parisienne. Elena fut accusée de multiples crimes, allant de l'homicide à la tentative d'assassinat, et Construction Sandoval chancela sous l'examen public. Mais au milieu du chaos, une lueur d'espoir brillait dans la chambre 412 de l'hôpital 12 de octobre. Les résultats étaient arrivés. Javier était compatible avec Miguel. La greffe fut programmée pour la semaine suivante. « Je n'arrive pas à croire que nous allons vraiment faire ça, » dit Isabelle, alors qu'elle accompagnait Javier lors des examens préopératoires. « Il y a 2 semaines, je ne savais même pas que vous existiez, et maintenant vous allez donner de la moelle pour sauver mon fils. » « Notre neveu, » corrigea Javier doucement. « C'est le moins que je puisse faire. » Ils étaient à la cafétéria de l'hôpital, un bref répit avant la prochaine série de tests. Isabelle remuait distraitement son café. « Qu'adviendra-t-il de l'entreprise » demanda-t-elle. « De tout l'empire Sandoval. » Javier réfléchit à la question. Pendant des jours, il avait traité avec des avocats, des dirigeants et le conseil d'administration, tous en panique pour l'avenir de l'entreprise. « J'ai décidé de la diviser, » répondit-il finalement. « Je vendrai les parts qui ont été acquises par la corruption et je conserverai les parts légitimes. Avec les fonds, je créerai une fondation pour aider les enfants placés. La fondation Reyes, » dit Isabelle, et ce n'était pas une question. Javier hocha la tête. « En l'honneur de nos parents, pour faire en sorte qu'aucun autre enfant ne soit séparé de sa famille comme nous l'avons été. » Isabelle tendit sa main sur la table, prenant celle de Javier. C'était la première fois qu'elle initiait un contact physique entre eux. « J'aurais aimé les connaître, nos parents. »« Moi aussi, » murmura Javier. « Mais au moins, nous nous sommes retrouvés. C'est plus que ce que je croyais possible il y a 1 semaine. » Le jour de la greffe, Javier se réveilla avec une étrange sensation de paix. L'anxiété et la peur qui avaient été ses compagnons constants depuis la découverte de la vérité s'étaient dissipées, remplacées par un objectif clair. Aujourd'hui, il donnerait littéralement une partie de lui-même pour sauver son neveu. Miguel était éveillé lorsque Javier entra dans sa chambre pour la visite préopératoire. Malgré sa faiblesse, il y avait une étincelle de vie dans ses yeux qui n'avaient pas été là auparavant. « Alors vous êtes mon oncle millionnaire, » dit Miguel avec un faible sourire. « Maman m'a tout raconté. »« Ex-millionnaire, probablement, » répondit Javier, s'asseyant près du lit. « Les actions de Sandoval dégringolent comme des pierres. »« Je suis désolé. »« Moi pas. » Javier sourit. Il s'avère qu'il y a des choses plus importantes que l'argent, comme la famille. Miguel étudia son visage comme s'il cherchait quelque chose. « Maman dit que vous ressemblez à mon grand-père, à Antonio. » Vraiment, Javier ressentit une émotion inattendue. « Je n'ai aucune photo de lui. »« Moi, si. » Miguel désigna la table de nuit. « Dans cet album. » D'une main tremblante, Javier ouvrit le petit album. Là, sur des photographies décolorées, se trouvaient Antonio et Maria Reyes. Jeunes, souriants, avec le même menton défini et les mêmes yeux brillants que Javier voyait chaque matin dans le miroir. Et à leur côté, une femme d'une beauté sereine qui avait transmis ses traits à Isabelle. « Maman a trouvé ces photos dans des archives, » expliqua Miguel. Elle cherchait des informations sur eux depuis des années. Une infirmière entra, interrompant le moment. « C'est l'heure, monsieur Sandoval. » Javier ferma l'album et le remit sur la table de nuit. « Souhaitez-moi bonne chance, dit-il à Miguel. »« Vous n'en avez pas besoin, répondit le jeune homme. Nous sommes une famille, ça va marcher. » Et ce fut le cas. L'intervention se déroula sans complications. Les cellules souches de Javier furent prélevées et transférées à Miguel dans un processus que les médecins qualifièrent d'exceptionnellement réussi. Commença alors l'attente, la délicate convalescence, les jours d'incertitude, jusqu'à ce que le corps de Miguel accepte la greffe. Pendant ces jours, Isabelle et Javier se relayèrent pour accompagner Miguel. Ils parlèrent pendant des heures, reconstruisant 40 ans de séparation, découvrant des coïncidences étonnantes.
Tous deux aimaient le même genre de musique, avaient la même allergie aux fraises, partageaient une passion pour les casse-têtes difficiles. J'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose, confessa Isabelle un soir, alors que Miguel dormait. Comme si une partie de moi était ailleurs. J'avais des cauchemars, répondit Javier, sur une petite fille qui me ressemblait, hurlant, pendant qu'on l'éloignait de moi. Maintenant, je sais que c'était des souvenirs. 3 semaines après la greffe, les médecins confirmèrent ce que tous espéraient. Le corps de Miguel réagissait positivement. Le chemin vers un rétablissement complet serait long, mais le pronostic était encourageant. Le même jour, Eugénia décéda paisiblement chez elle. Elle avait résisté suffisamment pour voir les jumeaux réunis, pour s'assurer que la vérité éclate. Ses funérailles furent simples mais dignes. Isabelle et Javier restèrent ensemble devant sa tombe, reconnaissant envers la femme qui avait tout risqué pour les réunir. « Que vas-tu faire maintenant » demanda Isabelle en quittant le cimetière. Javier regarda vers l'horizon de Paris, la ville qui avait été le théâtre de sa fausse vie et qui était maintenant témoin de sa renaissance. « Recommencer » répondit-il. « Sans mensonge, sans secret. Peut-être ouvrir un petit restaurant en l'honneur de notre père. Et vous » Isabelle sourit. « Je continuerai d'être infirmière. C'est ce que je suis. Mais Miguel aura besoin de temps pour se remettre complètement. Je pensais... Peut-être pourriez-vous m'aider avec lui. Vous avez manqué 40 ans à être un oncle. J'adorerais, dit Javier, ressentant une chaleur qu'aucune fortune ne pourrait acheter. 2 mois plus tard, sur une petite place du quartier de Belleville, un nouveau restaurant ouvrit ses portes. Reyes, disait la modeste enseigne, et en dessous, en lettres plus petites, cuisine de famille. Ce n'était ni luxueux ni prétentieux, mais dès le premier jour, il fut rempli de clients attirés par l'histoire qui avait ému la France. Dans la cuisine, Javier et Isabelle travaillaient côte à côte, suivant des recettes qu'ils avaient recherchées ensemble, essayant de recréer les plats qu'Antonio Reyes aurait servis dans son propre restaurant. Et dans la salle, se remettant, jour après jour, Miguel accueillait les convives avec un sourire qui reflétait celui de son grand-père sur les photographies. L'affaire judiciaire contre Elena se poursuivait, un processus long et complexe. Javier et Isabelle témoignèrent, affrontant ensemble la douleur de revisiter le passé. Elena, depuis sa cellule, refusait de reconnaître la moindre culpabilité. L'empire Sandoval s'effondrait pièce par pièce, mais Javier ne s'en souciait plus. Il avait trouvé une richesse bien plus précieuse. Un soir, après avoir fermé le restaurant, tous les 3 s'assirent sur la terrasse avec une bouteille de vin. La lune éclairait la place et la brise estivale apportait le parfum des jasmins en fleurs. « Je propose un toast », dit Miguel, levant sa coupe, la première qu'on lui permettait depuis sa guérison, aux rencontres impossibles. « À la vérité, même si elle arrive tard, » ajouta Isabelle. Javier contempla sa sœur et son neveu, ces personnes qui étaient passées d'inconnues à être le centre de sa vie en quelques mois. « À la famille, dit-il simplement, celle que nous avons perdue et celle que nous avons trouvée. » Leur coupe teinte sous les étoiles, scellant une promesse silencieuse, que le passé, avec tous ses secrets et tragédies, ne définirait pas leur avenir, que les liens du sang, même découverts tardivement, étaient plus forts que n'importe quel mensonge, que le reflet perdu avait été retrouvé et qu'aucune force au monde ne pourrait les séparer à nouveau. Si vous voulez savoir quelles aventures attendent cette famille nouvellement réunie dans notre prochaine histoire, n'oubliez pas d'ajouter un commentaire avec vos idées et vos prédictions. Peut-être votre suggestion fera-t-elle partie de notre prochain épisode? 6 mois après l'ouverture de Reyes, le petit restaurant familial était devenu l'un des endroits les plus prisés de Paris. Les réservations se faisaient des semaines à l'avance, et la critique gastronomique l'acclamait comme un phénomène culinaire né d'une histoire de rédemption. Mais pour Javier, Isabelle et Miguel, c'était bien plus qu'une affaire prospère. C'était le symbole de leur nouvelle vie ensemble. Un après-midi particulièrement chargé, alors que Javier expérimentait une nouvelle recette dans la cuisine, Isabelle fit irruption avec une expression mêlant surprise et inquiétude. « Il y a quelqu'un qui vous demande, » dit-elle, baissant la voix pour que le personnel n'entende pas. Une jeune femme. Elle dit qu'elle est la fille de Fernando Sandoval. Javier laissa tomber la louche qu'il tenait. « Quoi? Fernando n'avait pas d'autres enfants. » « C'est ce que nous pensions aussi. » Isabelle désigna discrètement le restaurant. « Elle est à la table 7,
Le cœur battant la chamade, Javier jeta un coup d'œil depuis la cuisine. À la table indiquée, une femme d'une trentaine d'années attendait nerveusement. Ses cheveux, blonds et ses yeux clairs ne ressemblaient en rien au Sandoval, mais il y avait quelque chose dans la forme de son menton, dans l'élégance de ses mouvements, qui lui était troublant familière. « Que veut-elle » demanda Javier, s'essuyant les mains sur son tablier. « Parlez avec vous. Elle dit qu'elle a des documents qui prouvent son identité. » Isabelle serra le bras de son frère. « Soyez prudent. Ça pourrait être un piège d'Elena. » Javier hocha la tête. « Miguel est au courant ? Il est à l'université. Il a examen aujourd'hui. » Après un moment d'hésitation, Javier enleva son tablier et se dirigea vers la table. La femme leva les yeux en le voyant s'approcher, et ses yeux se remplirent de larmes. « Javier Sandoval » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui. Et vous êtes ?»« Lucie Morales. » La femme tendit une main tremblante. « D'après mon acte de naissance original, Lucie Sandoval. » Javier s'assit en face d'elle, gardant une expression neutre malgré la tempête de questions qui tourbillonnait en lui. « Expliquez-vous, s'il vous plaît. » « Ma mère était la secrétaire de Fernando Sandoval à la fin des années 80. » « Comment ça ?» Lucie sortant une enveloppe de son sac à main. « Ils ont eu une liaison. Quand elle est tombée enceinte, Fernando l'a payée pour qu'elle disparaisse. Il lui a donné suffisamment d'argent pour élever sa fille loin de Paris, à condition qu'elle ne révèle jamais l'identité du père. » Javier examina les documents que Lucie lui montrait. De vieilles photographies d'une jeune femme aux côtés de Fernando, des lettres manuscrites, un accord de confidentialité signé et un test ADN récent qui confirmait la filiation. « Pourquoi ?»« Maintenant ?» demanda Javier, rendant les papiers. « Pourquoi me chercher après tout ce qui est sorti dans la presse sur les Sandoval ?» Lucie détourna le regard. « Ma mère est décédée il y a 1 mois, d'un cancer. Sur son lit de mort, elle m'a raconté toute la vérité et m'a remis ses documents. Elle a dit qu'elle n'avait plus besoin de garder le secret. » Elle fit une pause, comme pour rassembler son courage. « Je ne cherche ni argent ni reconnaissance. Public, je voulais juste rencontrer ma famille, ou ce qu'il en reste. » Javier étudia la femme en face de lui. Si elle disait la vérité, elle était la fille biologique de Fernando, ce qui faisait d'elle, quoi, sa demi-sœur? L'ironie était presque trop forte à supporter. Lui, qui n'avait pas de sang Sandoval, avait hérité de l'Empire, tandis que cette femme, véritable héritière, avait grandi sans connaître son père. « J'ai besoin de temps pour assimiler tout ça, » dit-il finalement, « et pour vérifier votre histoire. »« Je comprends. » Lucie nota son numéro sur une serviette en papier. « Je serai à Paris encore 1 semaine. S'il vous plaît, appelez-moi quand vous aurez décidé si vous voulez qu'on se reparle. » Quand la femme partit, Isabelle s'approcha immédiatement. « Alors ?»« Je ne sais pas, » confessa Javier, lui montrant les documents. « Ça semble authentique, mais après tout ce que nous avons découvert sur les Sandoval, je ne peux pas faire confiance au premier abord. » Ce soir-là, réunis dans le petit appartement au-dessus du restaurant où ils vivaient désormais tous les 3, Javier partagea la rencontre avec Miguel, le jeune homme, qui s'était remarquablement remis et avait repris ses études de journalisme, écouta avec fascination. « Laissez-moi enquêter, » proposa Miguel. « J'ai des contacts et un accès à des bases de données qui pourraient vérifier son histoire. »« Ça ne te dérange pas ?» demanda Javier. « Si c'est vrai, elle serait la fille légitime de Fernando. Techniquement, elle aurait plus de droits au nom de Sandoval que moi. » Miguel laissa échapper un éclat de rire. « Mon oncle, on a compris. Il y a longtemps que les noms ne sont que des mots. La famille, c'est quelque chose de plus profond. » Il regarda sa mère qui hocha la tête avec fierté. De plus, si son histoire s'avère vraie, elle a autant le droit de connaître la vérité que nous. 3 jours plus tard, Miguel présenta ses conclusions. Lucie Morales était effectivement la fille de Pilar Morales, qui avait travaillé comme secrétaire particulière de Fernando entre 1987 et 1989. Les dates correspondaient et un examen plus approfondi du test ADN confirmait sa légitimité. « Que voulez-vous faire ?» demanda Isabelle à son frère. Javier, qui avait été inhabituellement silencieux pendant l'enquête, répondit avec détermination « L'inviter à dîner, ici, en famille. » Le dîner fut initialement tendu. Lucie arriva à l'heure, vêtue d'une élégance simple, apportant un gâteau fait maison en cadeau. Les 4 s'assirent à la table de la petite salle à manger privée au-dessus du restaurant, échangeant des regards méfiants
et des phrases courtes. Ce fut Miguel qui brisa la glace, avec le naturel de celui qui ne porte pas sur ses épaules des décennies de secrets et de mensonges. « Alors, qu'est-ce que ça fait de découvrir que vous êtes la fille d'un magnate corrompu qui a ordonné l'assassinat de Jean ?»« Miguel !» s'exclama Isabelle horrifiée. Mais Lucie éclata de rire, un rire sincère qui dissipa la tension. « Honnêtement, c'est comme se réveiller un jour et découvrir qu'on est le méchant dans un feuilleton télévisé sans l'avoir demandé. » Javier sourit. « Bienvenue au club. » Au fil de la soirée, les barrières tombèrent. Lucie leur raconta sa vie à Valence, où sa mère l'avait élevée en travaillant comme comptable. Comment elle avait étudié l'architecture, s'était mariée jeune et avait divorcé peu de temps après. Comment elle n'avait jamais soupçonné la véritable identité de son père jusqu'à la fin. Le plus étrange, confia-t-elle, c'est que j'ai toujours admiré Construcciones Sandoval de loin. J'ai étudié leurs bâtiments à l'université. Je rêvais de travailler là-bas un jour. Elle regarda Javier avec des yeux brillants. N'est-ce pas ce qu'on appelle l'ironie? La vie est pleine de ces retournements, répondit Isabelle, servant plus de vin. Il y a 1 an, j'étais une infirmière épuisée qui s'occupait seule de son fils malade. Maintenant, j'ai un frère, un restaurant. Prospère, et Miguel est en rémission. Miguel leva sa coupe. Et maintenant Qu'êtes-vous exactement pour moi, Lucie? Une tante par alliance? Une cousine éloignée? Les liens familiaux sont compliqués quand votre oncle est adopté et que votre nouvelle tante est la fille biologique de l'homme qui lui a volé son identité. Tous rirent. Et pour la première fois, Javier sentit que les ombres du passé commençaient réellement à se dissiper. Cette famille improbable, construite sur les ruines d'escroqueries et de tragédies, était en train de trouver sa propre voie. « Il y a autre chose que vous devez savoir, » dit Lucie lorsque le dîner touchait à sa fin. « J'ai rendu visite à Elena en prison hier. » Le silence tomba comme une dalle sur la table. Javier sentit qu'il se tendait. « Pourquoi feriez-vous ça ?»« Je voulais la rencontrer, comprendre. » Lucie joua avec sa serviette. « Elle ne m'a pas reconnu, bien sûr. Je me suis présenté comme journaliste. »« Et ?» demanda Isabelle, sa voix à peine un murmure. « Elle est différente, fragile. Les médecins lui ont diagnostiqué un début de démence. Elle parle du passé comme s'il était le présent. Elle confond les personnes. » Lucie regarda Javier directement. « Elle a demandé après vous. Elle croit que vous êtes encore un enfant. Elle veut vous voir. » Un autre crochet narratif qui maintient l'attention. Javier rendra-t-il visite à Elena en prison? Quel secret? Pourrait-elle révéler dans son état de confusion mentale? L'histoire continue de se développer avec des rebondissements inattendus. « Non !» La réponse de Javier fut catégorique. « Je n'ai rien à dire à cette femme. »« Je comprends, » dit Lucie sans insister. « Je pensais juste que vous deviez le savoir. » La soirée se termina par des projets de retrouvailles. Lucie, qui pensait initialement retourner à Valence, décida de rester à Paris indéfiniment. « J'ai un entretien la semaine prochaine avec un cabinet d'architectes, » confia-t-elle. « Et j'aimerais continuer à connaître ma famille. » En se disant au revoir, Javier ressentit un étrange mélange d'émotions. Cette femme était la fille de l'homme qui avait détruit leur véritable famille, et pourtant, elle était aussi une victime innocente des manipulations de Fernando, comme lui-même l'avait été. « Bienvenue chez Reyes, » dit-il, en l'embrassant maladroitement. Un nom choisi, pas imposé. Dans les semaines qui suivirent, Lucie s'intégra progressivement dans leur vie. Elle trouva le travail à Paris et commença à aider à la conception de l'agrandissement du restaurant. Miguel l'adopta comme confidente et alliée dans son projet journalistique sur les adoptions irrégulières en France, un sujet qui prenait désormais une résonance personnelle pour tous les deux. Un matin, alors que Javier et Isabelle préparaient le restaurant pour l'ouverture, ils reçurent un appel inattendu. Elena Sandoval avait subi un accident vasculaire cérébral en prison et se trouvait dans un état critique à l'hôpital pénitentiaire. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus que quelques heures, informa l'avocat de la famille. Elle a demandé à vous voir, Javier. Elle insiste pour avoir quelque chose d'important à vous dire. Isabelle serra la main de son frère. Tu n'es pas obligé d'y aller. Je sais. Javier contempla le portrait d'Antonio et Maria Reyes qui trônaient, désormais en bonne place dans le restaurant. Mais peut-être que je devrais, pour faire le deuil, pour nous. L'hôpital pénitentiaire était un lieu sombre, avec des gardes à chaque coin de rue, et une atmosphère oppressive qui pesait sur les épaules.
La chambre d'Elena était austère. Un lit, un moniteur cardiaque, une fenêtre à barreaux. La femme qui gisait, reliée à des tubes et des câbles, ressemblait à peine à l'imposante Elena Sandoval, qu'il avait connue toute sa vie. Ses cheveux, autrefois parfaitement teints, montraient maintenant des racines blanches. Son visage, émacié et pâle, semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques mois. Ses yeux s'ouvrirent lorsque Javier entra, et une lueur de reconnaissance les illumina. « Mon enfant, » murmura-t-elle d'une voix faible, « vous êtes venu. » Javier s'assit près du lit, gardant une distance émotionnelle. « L'avocat a dit que vous vouliez me parler. » Elena tenta de se redresser, mais elle était trop faible. « Pardonnez-moi, dit-elle, les larmes coulant sur ses joues ridées. Pour tout. De vous avoir séparé de votre sœur, pour les mensonges. » Javier resta impassible. « Vous m'avez appelé pour demander pardon ?»« Pas seulement ça. » Elena fit un geste faible vers la table de nuit. « L'enveloppe, ouvrez-la. » Avec précaution, Javier prit l'enveloppe jaune et en sortit le contenu, un testament manuscrit, daté, de 3 semaines auparavant et dûment notarié. « J'ai tout laissé à votre nom, » expliqua Elena, avec des instructions spécifiques. La moitié de la fortune Sandoval doit aller à une fiducie pour Isabelle et Miguel. L'autre moitié à la fondation Reyes que vous avez créée. Une toux sèche interrompit ses paroles. C'est la bonne chose à faire. « Pourquoi maintenant ?» demanda Javier, incapable de cacher son scepticisme. « Remords de dernière heure ? Je n'attends pas votre pardon. Je ne le mérite même pas. » Les yeux d'Elena se fixèrent sur un point distant. « Fernando et moi avons fait des choses terribles, au nom de la réussite, de la famille, de l'héritage. Nous nous sommes convaincus que la fin justifiait les moyens. Vous avez assassiné des personnes innocentes. » « Oui. » La simplicité de son aveu surprit Javier, et j'ai vécu avec cette connaissance chaque jour, construisant des murs de justification autour, jusqu'à ce que je vous perde aussi. Alors, les murs se sont effondrés. Elena prit la main de Javier avec une force surprenante. « Il y a autre chose que vous devez savoir, quelque chose que Fernando ne connaissait même pas. » Sa respiration devint laborieuse. « L'incendie, je ne voulais pas qu'il meure. Nous voulions seulement faire pression sur Antonio pour qu'il vende le terrain où se trouvait son restaurant. L'homme que nous avons engagé a dépassé les bornes. Pour un terrain, l'incrédulité dans la voix de Javier était palpable. Vous avez détruit des vies pour un bout de terre. C'était l'emplacement idéal pour le premier grand projet de Construcciones Sandoval. Fernando était désespéré d'impressionner ses investisseurs. Elena ferma brièvement les yeux. Quand nous avons appris l'incendie, les morts, Fernando a voulu tout abandonner. C'est moi qui ai insisté pour continuer, pour profiter de la situation et adopter l'enfant que nous désirions tant. Et qu'en est-il d'Isabelle? Pourquoi l'abandonner? Un pur égoïsme. Nous voulions un garçon pour le nom de Sandoval. Une file ne servait pas nos desseins. Les moniteurs commencèrent à émettre des bips plus rapides. Fernando n'a jamais su que j'étais là cette nuit-là, que j'ai vu les jumeaux s'enlacer dans l'ambulance, que c'est moi qui ai ordonné de les séparer. Le poids de cette dernière confession tomba comme une dalle sur la poitrine de Javier. La femme mourante en face de lui avait orchestré chaque aspect de la tragédie qui avait défini leur vie. « Le terrain, » continua Elena, sa voix à peine audible maintenant. « Où se trouvait le restaurant de votre père? Nous ne l'avons jamais vendu, Fernando n'a pas pu. Il est au 23 rue Maison de Paredes. Les titres de propriété sont dans le coffre-fort du manoir. » Ses yeux se fixèrent sur ceux de Javier avec une clarté soudaine. « Rendez-le à votre sœur, c'est la seule chose qui reste de vos parents. » Les moniteurs commencèrent à sonner avec plus d'insistance. Une infirmière entra précipitamment, suivie d'un médecin. « Elle a besoin de se reposer, » dit-il avec fermeté, indiquant à Javier qu'il devait partir. Mais Elena lui serra la main une dernière fois. « Quand on est dans la pauvreté comme moi, on croit que l'argent réglera tout. On se convainc que n'importe quel prix est juste. Ce n'est qu'à la fin qu'on comprend à quel point on s'est trompé. » Ses yeux commencèrent à se fermer. « Dites à Lucie, dites-lui que je suis désolé de ne pas avoir été une grand-mère pour elle. » Javier sortit de la chambre, l'esprit en ébullition. Comment Elena connaissait-elle Lucie? L'avait-elle surveillée même depuis la prison? Ce soir-là, réunis autour de la table familiale, Javier partagea les révélations avec Isabelle, Miguel et Lucie. Le terrain rue Maison de Paredes, le testament, les confessions finales.
Devrions-nous faire confiance à ces paroles? Demanda Isabelle, sceptique. Ça pourrait être une autre manipulation. Je ne crois pas, intervint Lucie de manière inattendue. Quand je lui ai rendu visite, elle ne savait pas qui j'étais, mais elle m'a parlé d'une petite fille blonde qu'elle visitait en secret quand elle était petite. Ma petite fille de remplacement, disait-elle. Tous les trois la regardèrent, surpris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demanda Javier. Je crois qu'Elena a toujours su mon existence, expliqua Lucie, et je crois que, d'une manière ou d'une autre, tordue, elle essayait de me protéger, en me tenant éloigné de Fernando et du nom de Sandoval. Vous croyez qu'elle savait ce que Fernando avait fait? Demanda Miguel, toujours le journaliste. Peut-être qu'elle se doutait qu'il y avait plus d'obscurité en lui qu'il ne voulait l'admettre. Lucie haussa les épaules. Famille dysfonctionnelle. On en a tous une, non? Le lendemain matin, Elena Sandoval décéda. Les journaux consacrèrent de longs articles à sa vie et à ses crimes, à la chute de l'Empire Sandoval et au procès qui ne serait jamais mené à son terme. Pour le public, c'était la fin d'une sombre histoire de pouvoir et de corruption. Pour les Reyes, ce n'était que le début d'une nouvelle étape. Une semaine plus tard, Javier, Isabelle, Miguel et Lucie se retrouvèrent devant un immeuble abandonné, au 23 rue Maison de Paredes. Les titres de propriété, comme Elena l'avait indiqué, se trouvaient dans le coffre-fort du manoir, avec des photographies du restaurant d'origine. « Saveur d'Antonio », disait une modeste enseigne au-dessus de « l'entrée ». « Donc tout a commencé ici », murmura Isabelle, touchant les murs noircis par l'incendie d'il y a 40 ans. « Et ici ça peut continuer », répondit Javier, dépliant les plans que Lucie avait dessinés. « Si vous êtes d'accord. » Le projet était ambitieux, reconstruire le restaurant d'origine au rez-de-chaussée, en conservant son esprit et son nom. Ajouter un deuxième restaurant Reyes au premier étage, créant ainsi un pont entre le passé et le présent. Et aux étages supérieurs, le siège de la Fondation Reyes pour les enfants placés en utilisant l'argent du testament d'Elena. « Qu'en pensez-vous » demanda Javier, observant les réactions de sa famille. Miguel fut le premier à parler. « Je trouve ça parfait. Un hommage et un nouveau commencement, tout en un. » « Et une façon de boucler la boucle, » ajouta Isabelle, les larmes aux yeux. « De réclamer ce qui nous appartenait. » Lucie, qui avait travaillé jour et nuit sur les dessins, sourit nerveusement. « J'ai incorporé des éléments de l'architecture des années 80, quand le restaurant d'origine existait, mais avec des touches modernes, pour que ce ne soit pas juste un monument au passé. » Javier passa un bras autour des épaules de sa sœur. « Qu'en dites-vous, Isabelle? Honorons-nous la mémoire d'Antonio et Maria Reyes de cette façon? » « Je dis que nos parents auraient adoré, » répondit-elle, avec une sérénité qui lui avait manqué pendant des décennies, et qu'il est temps de construire un nouvel héritage, un héritage basé sur la vérité et l'amour, et non sur les mensonges et l'ambition. 6 mois plus tard, Saveur d'Antonio rouvrait ses portes. Le petit restaurant, reconstruit avec amour et attention aux détails, devint rapidement un point de rencontre pour le quartier. Javier et Isabelle, utilisant des recettes recherchées et d'autres inventées, servirent des plats qu'ils imaginaient que leur père aurait cuisinés. Sur les murs, des photographies d'Antonio et Maria Reyes souriaient aux convives, aux côtés de nouvelles photographies de leurs enfants et petits-fils réunis après tant de temps. Lors du premier anniversaire de leur retrouvailles, les 4 célébrèrent avec un dîner privé chez Saveur d'Antonio. Miguel, complètement remis, et désormais rédacteur en chef dans un journal numérique, leva sa coupe. Au reflet. « Perdus qui finissent mal par se retrouver », porta-t-il un toast. « Et à la famille qu'on choisit, pas seulement celle qu'on nous donne. » Lucie, qui était devenue une partie indispensable de leur vie, ajouta « aux secrets révélés et aux vérités, qui, bien que douloureuses, nous libèrent. » Et Isabelle, avec une sérénité sur son visage qui reflétait la paix intérieure enfin atteinte, dit « à nos parents qui, d'une certaine manière, sont toujours vivants en nous, et au destin qui, bien qu'il ait pris des chemins tortueux, nous a finalement réunis. » Javier contempla ces 3 personnes qui avaient transformé sa vie en à peine 1 an. Sa sœur jumelle, avec qui il partageait bien plus qu'un visage identique. Il partageait un passé, une douleur, et maintenant, un avenir. Son neveu dont la force et l'optimisme l'inspiraient chaque jour. Et Lucie, l'ajout inattendu à sa famille choisie, preuve vivante que les vraies relations transcendent les erreurs du passé. « À nous », dit-il simplement.
à la famille que nous avons perdue, celle que nous avons trouvée et celle que nous avons construite, à tous les reflets perdus et retrouvés. Quelque part, pensa-t-il, Antonio et Maria Reyes devaient sourire. Leurs enfants, séparés par l'ambition et la tragédie, avaient enfin retrouvé le chemin l'un de l'autre. Et l'héritage d'amour qu'ils avaient initié continuait, plus fort que jamais dans les vies entrelacées de leurs descendants. Un reflet n'est jamais vraiment perdu. Parfois, il a juste besoin de temps pour trouver la surface appropriée ou se manifester à nouveau. Félicitations. Écrivez 9 dans les commentaires pour que je sache que vous êtes restés jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et à l'histoire de demain sur cette même chaîne.